Là, ça tourne. Et salut tout le monde, ici Urgolf. On se retrouve sur Calisthenics, qui sera du coup un format de type qui pourrait s'apparenter en fait à un espèce de podcast que vous pourrez entendre écouter de fond, ou aussi une vidéo, comme toute vidéo, vous pouvez regarder sur votre téléphone sans forcément tout en la regardant quoi. Voilà. Donc là aujourd'hui, ce qu'on va parler, ça va être parler un peu de moi et d'un handicap que j'ai depuis pas mal de temps. En même temps, un handicap, c'est pas une maladie, hein. Genre ça se guérit pas, tu l'as tout le temps. Et voilà. Donc on va parler de la dyspraxie, qui est un handicap qui me fait un peu chier depuis un moment, mais que je commence quand même à régler petit à petit. Et on parlera aussi de jeux vidéo, parce que j'ai été longtemps addict aux jeux vidéo et j'avais envie d'en parler. Voilà. Je le suis toujours encore un tout petit peu, mais moins qu'avant quand même. Bref. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la dyspraxie? Là, je vais prendre une citation qui la définit le mieux possible. Une citation que j'ai vue sur France Info, sur une association de la dyspraxie. Je mettrai un lien en bas, comme ça permettrait à vous de vous checker et de moi, du coup, d'avoir quand même une bibliographie, entre guillemets, de ce que je dis dans la vidéo. Alors du coup, dans ce site, ils disent que la dyspraxie est un trouble du moteur qui touche la planification, la réalisation, la coordination et l'automatisation des gestes volontaires. Donc moi, de mon côté, j'ai été diagnostiqué très jeune, parce qu'en fait, si tu veux, c'est un handicap invisible, ce qui fait que faut souvent connaître pour pouvoir l'identifier chez quelqu'un. Moi, du coup, c'était ma maîtresse d'école quand j'étais en maternelle, qui avait diagnostiqué ça, parce qu'elle avait son fils en fait qui était dyspraxique, et elle est allée voir du coup mes parents euh, pour leur dire. Elle a pris rendez-vous avec eux, si je me souviens bien, parce que j'étais quand même assez jeune. Je crois que j'étais en moyenne section, en grande section de maternelle, et du coup, ouais, elle avait dit à mes parents en fait que elle me soupçonnait dyspraxique parce que j'écrivais, par exemple, ma date, je l'écrivais comme ultra grand, alors je prenais limite toute une page, quoi, juste pour écrire une date, quoi. J'avais aussi de gros problèmes de lecture, de gros problèmes de dessin, euh, de gros problèmes de coordination des mouvements aussi pendant longtemps. Les lacets, j'arrivais même pas à faire mes lacets. Souvent, c'était des chaussures en scratch qu'on m'achetait à l'époque, d'ailleurs, à cause de ça. Enfin bon, plein de trucs comme ça qui me faisaient dire aux profs, et même après, plus tard, que ce soit mes parents ou tous ceux qui s'y connaissaient dans le milieu, c'est-à-dire tous les spécialistes que j'ai pu voir. J'étais allé voir des ergothérapeutes, j'étais allé voir une orthophoniste. Bon, ça, je sais pas si c'est dû à la dyspraxie, mais en gros, je confondais les che et les e. Non, les che et les se, et les je et les e. Du coup, ça faisait que je pouvais zozoter un peu, et que souvent, plutôt que faire des trucs avec des mots avec des che, si vous voulez, bah je faisais des mots avec des s. Et du coup, ça, c'était horrible, vraiment. Genre, du coup, voilà. Du coup, j'étais allé voir une orthophoniste, j'étais allé voir une ergothérapeute. Donc, une ergothérapeute, pour ceux qui connaissent pas, c'est une spécialiste de l'écriture. Enfin, pas de l'écriture, je crois que c'est. Si je me souviens bien, attendez, on va voir 2 secondes, hein. Alors, ergothérapeute. Ergothérapeute, qu'est-ce qu'ils me disent? Genre moi en tout cas c'était pour l'écriture qui m'avait dit ça. Alors, une ergothérapeute utilise à des fins thérapeutiques, après évaluation et co-élaboration des objectifs avec la personne, la médiation d'activités créatives, de jeux, pour lui permettre d'acquérir plus d'autonomie. Ok, ouais. En gros, c'est pas que l'écriture. Mais moi, en tout cas, c'était pour l'écriture. Et du coup, suite à ça, ce que j'ai dû faire, c'était je suis allé voir plein de spécialistes. Ça a duré longtemps, je l'ai encore, hein. Mais l'écriture, ça s'est soigné petit à petit. Mais parce que, en gros, pour la soigner, il fallait que j'aille doucement dans mon écriture. Donc, du coup, je suis allé doucement dans mon écriture, et ça marchait. Petit à petit, j'ai réussi à être un peu plus lisible qu'avant. Parce que oui, en gros, j'ai eu 2 phases. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai 2 phases. J'ai la phase grosse écriture,
Phase qui a duré, je dirais, jusqu'en école primaire. Et après, j'ai la phase pas de doigts. C'est-à-dire vraiment que j'avais des tout petits mots. C'était horrible, vraiment. Les gens ils me disaient, mais on comprend rien à ce que tu dis. C'était horrible. Du coup, de ça, ce qui m'a aidé, ouais, c'était l'ergothérapeute. C'était, euh, c'était ouais, surtout l'ergothérapeute, mais un grand changement. Je sais que les médecins n'aiment pas forcément quand on en parle de ce genre de truc. Mais c'est en gros, j'ai eu un posturologue et vraiment le posturologue m'avait donné des semelles. Je crois pas que c'était soit des semelles orthopédiques, je crois que c'est un autre nom, mais en gros que j'ai mis comme une semelle de chaussure quoi. Et, euh, et j'ai eu déjà quelques changements au niveau de l'écriture, mais genre vraiment des gros changements par rapport à avant. Surtout mes proches me l'ont fait remarquer. Et, euh, et du coup, ça s'est peu à peu réglé tous mes soucis d'écriture. Après, le plus gros problème en fait que j'ai eu avec cette dyspraxie, c'était surtout la concentration, longtemps la lecture aussi, souci que j'ai encore aujourd'hui, hein. Mais ouais, c'était dur. Genre pendant un long moment aussi, je me détestais un peu. Je me détestais dû à ma dyspraxie. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement parce que je me sentais différent des autres quoi. Je sais que le nombre de spécialistes etc. Je suis allé voir, le nombre je suis souvent, enfin je suis allé souvent. Je suis allé 2 ou 3 fois à l'hôpital pour une fois, je sais plus, 1 ou 2 fois. Je sais plus trop. Mais je suis allé souvent quand même voir des spécialistes et je suis allé vraiment à l'hôpital pour me faire des petites analyses, on mettait des électrodes et tout. T'avais l'impression d'être un cobaye, c'était une horreur. Mais et voilà, donc il y avait cette histoire-là. J'avais des manques de confiance. Je me mettais souvent, genre, je sais pas si c'était en fait dû à ma dyspraxie à proprement parler, mais genre à cause de, je pense que ça doit être une des causes, le fait que de me sentir différent des autres à cause de cet handicap qui me faisait pendant le collège ouais le lycée, je me suis un peu mis sur moi-même on va dire, genre je me suis un peu mis en mode solitaire, même si j'avais quand même des potes en fait que le primaire que j'avais avant et à qui je m'entendais bien, et du coup je restais un peu avec eux, ce qui m'a fait me rapprocher d'autres gens au collège, etc. Mais pendant une longue période, j'étais resté un peu tout seul. Pourquoi? Parce que justement, j'avais ce manque de confiance en moi, ce problème de dyspraxie. Et, euh, et voilà, sachant que derrière, je me faisais déglinguer par des profs. Genre en primaire, déjà, on voulait pas que j'aille au collège. Pourquoi? Parce que j'écrivais mal. Et parce que j'avais des gros problèmes là-dessus. Euh, Au lycée, euh, t'avais... Non, déjà, au collège, déjà, t'avais ma prof de français qui voulait pas que j'aille au lycée général. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce que je rêvassais tout le temps, quoi. Et elle était en mode, bon, mais toi, en fait, genre, si tu rêves comme ça, tu vas jamais réussir au lycée, quoi. Et au lycée, bah, t'avais une prof d'SVT. Je vais pas citer de nom, hein, puisque on n'est pas là pour ça. Mais t'avais une prof de lycée d'SVT, toujours, qui m'avait un peu déglingué, parce que en gros, je voulais faire S en seconde. Enfin à la fin de ma seconde, vous savez, genre maintenant je crois que ça a changé entre temps, je m'y connais pas parce que je m'intéresse plus trop au lycée actuellement, mais à une époque il y avait différentes filières et dans la filière il y avait S qui était la filière SVT, enfin la filière scientifique. Donc il y avait SSVT qui était plus du coup centralisé études des sciences de la Terre et voilà. Et t'avais SSI, je crois. On s'appelle en gros qui était plus le côté un peu plus ingénieur entre guillemets de la filière quoi. Donc moi je voulais faire SSVT, mais la prof de SVT que j'avais en seconde m'avait un peu déclingué dans le dernier bulletin parce qu'en gros elle me disait que je travaillais pas trop, que j'étais lent, etc. Pourquoi? Dans le mille, parce que je suis dyspraxique. Mais après c'était aussi à la fois je leur en veux pour ça, mais je me dis aussi que c'était un peu ma faute aussi parce que pendant une longue période, je voulais pas forcément me. Bah, j'avais honte de ma dyspraxie, donc sachant que le collège-lycée, c'est vraiment pas un milieu où tu veux forcément en parler, quoi, parce que genre c'est un milieu un peu rude. C'est vraiment genre le milieu scolaire où t'as pas trop envie d'être différent des autres, quoi. Parce que tu vois comment les gens différents au collège ou au lycée se font traiter, t'es un peu en mode, je vais peut-être cacher ça.
En plus, c'est un handicap invisible, donc autant que ça reste invisible, quoi. Et du coup, voilà, donc j'avais un peu honte. Et du coup, même à un moment, on m'avait proposé, je crois que c'était, plus c'était l'hôpital ou c'était autre chose qui m'avait proposé un PC pour écrire. Moi, j'avais un peu refusé parce que justement, sur cette même idée, je voulais pas être différent des autres. Et du coup, voilà, j'avais pas voulu prendre le PC. Et je me suis retrouvé du coup encore pendant tout un temps à écrire comme un cochon et tout. Et voilà, genre c'était un peu horrible comme moment, mais mais j'ai quand même réussi à avoir le bac. Ça, j'en suis fier. Bon, avec comment on appelle ça, le rattrapage, parce qu'il me restait 12 points. Mais je m'en suis quand même sorti, donc je suis quand même content. En fait, maintenant, je me dis que cet handicap, en fait, ça me sert à la fois de force et de force pourquoi? Parce que en fait, ça me permet d'être plus persévérant. Parce que j'ai l'impression en fait de devoir bosser davantage par rapport aux autres, dû déjà à mon manque de concentration que j'ai, un manque de concentration en fait je sais pas en fait comment je pourrais expliquer ça parce que c'est très très dur à expliquer. Je pense que ceux peut-être qui sont dans la même situation que moi, j'espère que je vais en toucher quelques-uns parmi ceux-là. Mais je sais que moi, par exemple, gros manque de concentration, ce qui m'arrive et ce qui me pénalise surtout, par exemple, dans les matières type langue, c'est-à-dire l'anglais, l'espagnol, tout ça, c'est l'écoute. Genre souvent, j'ai vraiment une capacité d'écoute qui est un peu bizarre. C'est-à-dire que euh, pour que je réussisse à capter une information, surtout quand il y a beaucoup de bruit autour, c'est-à-dire quand il y a une classe, par exemple, ou quand je suis dans un amphi ou dans un truc comme ça, bah, il me faut du temps pour que je capte l'information et qu'elle arrive à mon cerveau. Il me faut un certain laps de temps. Et du coup, plus on parle, 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 moins j'ai d'informations qui arrivent à mon cerveau. Et du coup, bah, moins je capte l'information et moins j'apprends. Voilà. Et du coup, ça fait que souvent, bah, je demandais des cours, j'avais des cours, etc. Et je devais revoir, revoir les cours, revoir. Et ça pendant plusieurs mois. Là où des gens qui étaient un peu plus forts que moi sur l'écoute et sur ce genre de trucs, et bah réussissaient à être plus forts et à du coup être meilleurs que moi quoi. Et du coup tout ce qui était évaluation, comment on appelle ça, contrôle continu, voilà. Tout ce qui est contrôle continu, bah, il réussissait là où moi, à chaque fois, les contrôles continus, vu que c'était en une semaine, j'étais vraiment une grosse brêle. Vraiment, j'étais nul à chier. Ah là, j'avais vraiment des sales notes à cause de ça. C'était horrible. Je me souviens aussi d'une fois aussi où genre j'étais au CDI à l'époque du collège. Et pour le CDI, et bah, à un moment, je m'étais. Quelle idée à la con j'ai eu encore. Mais je voulais faire un club de lecture. Et club de lecture, bah, du coup, qui dit club de lecture dit je dois lire. Donc, j'avais lu un livre et je vais faire une fiche de lecture dessus. Mais on m'avait. La prof, enfin celle qui s'occupait du CDI, m'avait un peu critiqué là-dessus parce que j'avais pas mis assez d'informations sur la fiche de lecture. Mais pourquoi? Et parce que justement, quand je lisais, en tant que dyspraxique, ça fait que si je suis pas avec les doigts ou si je suis pas avec une règle, parce que je n'avais pas encore la méthode à l'époque, bah, ça faisait que je sautais des lignes à chaque fois. Sachant que j'avais pas mes lunettes encore, parce que là on voit pas, mais j'ai des lunettes de concentration. Mais je sautais des lignes, et du coup, bah, mon texte, il voulait rien dire. Du coup, j'étais perdu, j'étais en mais qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, pendant longtemps, c'est-à-dire depuis je dirais de mon enfance jusqu'à récemment là, je détestais lire, mais vraiment genre j'en avais marre. Ça me faisait mal à la tête, ça me fatiguait, je sautais des lignes à chaque fois, genre vraiment je comprenais pas à quoi ça me servait quoi. À part les BD, parce que les BD encore à la limite ça va, parce que genre c'est pas un grand texte que tu dois suivre, c'est des images avec des bulles, donc du coup t'es en mode ok c'est bon, ça va, tu vois, j'arrive à me projeter à peu près dans le livre, enfin dans le livre, dans la BD quoi, et du coup je réussis. Mais le reste, c'était n'importe quoi. Genre, c'était vraiment une période de ma vie un peu sombre, on va dire. Sachant que là, on va passer à la deuxième rubrique de cette vidéo. Du collège jusqu'au
ma L3, je suis plongé beaucoup dans les jeux vidéo. Je pense qu'en soi, c'était un peu lié aussi à ce problème de manque de confiance en moi et cette dyspraxie. Parce que, en fait, dans les jeux vidéo, je me sentais un peu plus fort, un peu plus. Je me faisais. Puisque je jouais au MMORPG. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des jeux multijoueurs en ligne. C'est la traduction française. Et, euh, et du coup, bah, là-dedans, on a un peu un côté un peu social que j'avais pas forcément en me mettant volontairement solo à l'époque du lycée-collège, quoi. Et du coup, bah, je me suis retrouvé vite dans ces MMORPG, sachant que je connaissais déjà ça parce que t'avais mon frère qui y jouait à un moment. J'étais en mode waouh, c'est trop stylé. Donc j'avais aussi ce côté un peu, putain, j'ai envie d'y jouer, j'ai absolument, quoi. Et j'avais déjà, genre depuis tout petit, j'avais quand même pas mal de proches qui jouaient aux jeux vidéo aussi, donc tout ça me faisait me dire, ok, les jeux vidéo, c'est fait pour moi, quoi. Et du coup, ouais, j'ai découvert pas mal de MMORPG. Donc j'avais joué à. Mon premier c'était Rune of Magic. Je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui connaissent parce qu'il est pas trop connu comme MMORPG. J'avais joué à World of Warcraft hein, à la base. Neverwinter, The Elder Scrolls Online. Bon, je vais pas tous les faire hein, parce que j'ai joué vraiment à plein de jeux en ligne. J'avais joué à. Comment il s'appelait Guild Wars 2. Et celui vraiment auquel j'ai passé des années dessus, c'est-à-dire au moins 10 ans, où vraiment j'étais addict dessus, c'était un jeu coréen. Ceux qui étaient là à l'époque de ma chaîne YouTube gaming font savoir de quoi je parle. C'était un jeu coréen où il y avait deux factions, les Asmodiens, les Élyséens, pardon. C'était Aion. Et Aion, vraiment, c'était vraiment l'année de ma vie où j'ai le plus joué, je pense, aux jeux vidéo. Puisque j'étais en plus chef de guilde. Donc une guilde, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où, genre, pour ceux qui connaissent pas trop le milieu des MMORPG, c'est un endroit où tout le monde, où tu te crées en fait une espèce de petite commune de potes dans un jeu, et où tu peux faire par exemple des donjons, donc un peu le principe du jeu, genre où tu vas devoir attaquer un boss, etc. Tu vas pouvoir faire des PVP en plus avec eux, là, ça tisse des liens, on va dire. Et du coup, gros big up aux zombies vs Mo, parce que je crois qu'il y en a qui sont encore abonnés à ma chaîne, donc gros big up à vous les gars. Et du coup, voilà, donc c'était un peu l'année où genre je me sentais vraiment avec un gros groupe de potes sur le jeu. Où, ouais, genre c'était cool. Genre en plus j'avais le PVP où t'avais l'impression un peu d'être fort, parce que derrière tu pouvais t'amuser à tuer. J'aime pas dire ça, mais genre vraiment tuer les joueurs d'autres personnes, on va dire. Et du coup, tu avais un peu, tu t'amusais parce que justement, tu avais l'impression de devenir fort, d'être, d'être le meilleur de toi-même, tu vois. Alors que c'est juste virtuel. Et, euh, et ouais, genre, je sais pas, genre, je pense que vraiment que ces MMORPG, en fait, ça m'a, c'est, en fait, je vais pas critiquer, tu vois, les jeux vidéo parce que j'y joue encore et que je sais que ça, à la fois c'est un loisir, à la fois aussi ça peut aider certains parce que j'en connais plein moi sur le jeu, sur Ion par exemple, qui étaient en plein dedans justement parce que c'était un peu comme moi, je vois, ils avaient des problèmes dans leur vie on va dire, et le jeu leur permettait d'en sortir quoi. Et moi c'était pareil de mon côté, et ça m'a un peu aidé on va dire. Le problème c'était que j'avais des potes en ligne, mais dans la vraie vie j'en avais 2, 3, 4, 5 potes quoi, que je connaissais depuis un bail quoi. Et ça a duré vraiment longtemps. Ayan vraiment, genre c'était, je crois que après de temps en temps je faisais des petites pauses où je rejouais à d'autres jeux, genre World of Warcraft, ce genre de trucs. Mais Ayan vraiment ça a été un jeu auquel j'ai joué beaucoup, 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 beaucoup de fois. Et ouais, donc ça s'est terminé. Cette addiction un peu aux jeux vidéo, elle s'est réduite. Et là, ça va être un peu une présentation à la prochaine vidéo qui va débuter, qui sera la prochaine du coup, ouais, qui débute après celle-là du coup, elle a débuté. Ça va être là où je vais devoir parler de ce sport qui m'a un peu ouvert les portes, on va dire, à un nouvel univers, le street workout, que j'ai découvert après le confinement. Et, euh, et ça, du coup, ça m'a fait un peu me faire sortir de ce milieu, en fait,
des jeux vidéo, même si j'y suis encore un peu, on va dire cette addiction, parce que maintenant je ressens moins le besoin d'y jouer. Euh, Pourquoi? Parce que le côté communautaire en fait du street, je pense, a dû me sortir en fait de de ce de l'autre côté communautaire que pouvait avoir dans le jeu vidéo. Sauf que dans le jeu vidéo, c'était un côté un peu plus euh, virtuel, quoi. C'était un côté virtuel. Là où le street workout, c'était des gens en vrai que je voyais, que je côtoyais, et qui en plus me donnaient quelque chose en plus. C'est-à-dire que là, je sais que c'était des vrais gens, quoi. C'était vraiment une relation sociale. Ça m'a permis de un peu changer un peu mon manque de confiance que je pouvais avoir dans la vraie vie, puisque du coup j'ai commencé à parler avec des vrais gens. C'était plus les avatars, c'était des vrais gens. Et, euh, et voilà, je pense que ça a dû me changer là-dessus, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette première vidéo de ma chaîne. Parce que bon, ma vidéo de présentation, je suis pas sûr que c'était une première vidéo. Là, c'est vraiment ma toute première vidéo, donc la vidéo Calisthenics, qui est mon premier podcast. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à vous abonner, et à vous abonner à mes réseaux TikTok et Instagram qui seront dans la description. Allez, à plus!